Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le goûter panafricain. Ça fait tellement longtemps, ça fait tellement plaisir de vous revoir. Comment vous allez? Thibaut, Hachensout, Daniel. Très très bien. Ok, c'est bon, c'est bien. Merci Daniel. Merci Thibaut. Merci Thomas. Merci Thomas, on est là. heureux de te revoir. Ouais. Après, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'enregistrement, oui. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, ça a mis du temps parce que j'étais en voyage et maintenant je suis sur place. En fait, je suis en Martinique et ça va être le sujet du jour parce qu'il y a une grosse actualité en Martinique, mais aussi dans les Antilles, en Guadeloupe, également, même dans la Caraïbe. En fait, on va parler vraiment du sujet brûlant qui est la vie chère. Et derrière la vie chère, on va voir qu'il y a d'autres sous-sujets, en fait, parce que la vie chère, ça peut être un prétexte pour un plus gros problème. Donc, on va traiter ça tout de suite. Et je pense que maintenant, les youtubeurs, les abonnés sont au courant de ce qui se passe en Martinique. Si vous n'êtes pas au courant, donc depuis maintenant, je pense, un mois, voire deux, il y a des grosses manifestations qui se déroulent en Martinique parce que il y a le groupe qui s'appelle le RPRAC, dirigé par Rodrigue Petitot. Il y a aussi une petite équipe. C'est une association qui s'est formée sur TikTok. Ils ont démarré comme ça, ils ont fait des débats. Et ensuite, ils ont créé une association pour défendre le peuple afrodescendant, martiniquais, guadeloupéen. Voilà, défendre leurs intérêts, tout simplement. Et ils ont remarqué en fait que il y avait des inégalités face à la France hexagonale, et notamment sur les biens de consommation, qui sont vraiment qui ont des prix exorbitants. Et je peux le témoigner parce que je suis sur place et vraiment les prix sont, comme je reprends leurs mots, sont criminels. C'est les produits en boutique sont 2 fois plus chers qu'en France hexagonale. Il faut vraiment le dire, c'est criminel. Le paquet de céréales, il est à 8-9 euros, j'ai jamais vu ça. L'eau aussi est chère. Enfin, tous les produits sont 2 fois plus chers qu'en France hexagonale. Et ils ont raison. Pour moi, je le dis, ils ont raison de porter leur voix haut et fort et de se faire entendre. Et donc, il y a plusieurs actions qui se passent en Martinique. Il y a eu des barrages. En ce moment même, pendant que je parle, ça continue encore. Et on va en parler donc aujourd'hui sur le côté panafricain, sur cette situation en Martinique et même en Guadeloupe, voilà, partout, sur la vie chère aux Antilles. On en avait parlé même dans les podcasts précédents. Et maintenant, on y est. Donc, je voulais faire un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ces actions? Et après, moi, je vais vous dire aussi mon point de vue qui est directement, parce que j'y suis là en Martinique, de ce que je vois par rapport à ce que vous voyez peut-être vous en France hexagonale, à la télé, etc. Je vais vous donner sur mon point de vue. Donc, qui veut démarrer sur cette situation? Déjà, point de vue général, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, démarrez, c'est parfait. Ok, d'accord. Ouais, je veux bien y aller. Donc, déjà, très heureux de te revoir, et puis de repartir et de voir que tu es directement, tu es là-bas, quoi. Tu es en direct, tu vois ce qui se passe, quoi. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on va te raconter. Tu le vis au jour le jour, et puis bravo. Encore une fois, bravo à toi. Mais cette histoire de vie chère, malheureusement, je pense qu'elle est cyclique. Elle est cyclique. En 2009, on avait aussi une très grande manifestation qui avait pris Guadeloupe, Martinique, même la Guyane. Ils étaient dedans avec le LKP. Là, aujourd'hui, c'est un nouveau mouvement qui arrive avec la même problématique, la vie chère. Mais effectivement, ce qui va au-delà de tout ça, je pense, sincèrement, il y a la question de l'indépendance. Parce qu'effectivement, la vie, elle est très, très chère. Ça a été fait exprès de maintenir la vie très chère pour mettre la population sur perfusion et, entre-temps, faire en sorte que ceux qui sont en France continentale puissent y aller avec des aides, avec des salaires qui sont triplés, avec des commodités, tout en obligeant ceux qui sont sur place à souffrir au maximum. Donc, je pense qu'il faut que nous soutenons un maximum ce mouvement pour qu'elle aille plus loin que la vie chère. Elle va plus loin que la vie chère, c'est ça la réalité, je pense. Là. Moi, je voudrais ajouter donc à ce que vient de dire Thibaut, et c'est un petit peu aussi l'histoire qui se répète, comme il vient de le dire. C'est tout à fait ça, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'elle a commencé en 46, puisque
Aimé Césaire, hein, qui est le maire, comme on a fait un enregistrement, le maire qui est resté le plus longtemps donc à la tête donc d'une collectivité territoriale, a fait une proposition de loi qui a été adoptée en 1947 par décret, qui fait des anciennes colonies des départements. Et une départementalisation, alors que précédemment ils avaient été considérés comme des colonies, n'a pas été une décision qu'il a prise à la légère. Il l'a pris parce que effectivement l'état de misère dans lequel se trouvait la population était tel que pour lui il n'y avait que cette solution. Il faut savoir que Aimé Césaire est très encensé par les intellectuels européens, par les psychanalystes, hein, Elisabeth Roudinesco a fait justement un séminaire autour donc de l'identité antillaise et est partie donc sur la personnalité d'Aimé Césaire. Donc ça veut dire que l'apport, il a même été, il me semble, hein, mis au Panthéon. Ça veut dire que c'est symbolique le fait que Aimé Césaire ait proposé cette loi-là pour que justement les confettis de l'Empire puissent intégrer la France de manière plus générale. Mais en 1978, Aimé Césaire est revenu sur cette décision-là. Il est revenu sur cette décision-là par un discours des 3 voix ou des 5 libertés en 1978, où il regrette d'avoir eu cette proposition qui est aboutie. Et il a proposé effectivement les 3 voies. Alors les trois voies, quelles sont-elles? Il l'a très bien décrit. Hein, il l'a très bien décrite et je vous enjoins d'aller lire ce discours-là, hein, discours des 3 voies ou des 5 libertés, donc d'Aimé Césaire. La première voie, c'est la départementalisation, ça a été la sienne. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler la deuxième voie, qui est l'indépendance. Et Aimé Césaire fait le constat que beaucoup de gens en Martinique n'étaient pas prêts pour ce type de décision-là. Donc lui, il va dans la troisième voie, qui est l'autonomie. Et l'autonomie, pour lui, est une solution qui n'est pas la plus violente, puisqu'elle permet, encore une fois, de gagner en maturité au niveau de la gestion des territoires et des problématiques spécifiques des anciennes colonies, pour pouvoir, à force de gagner en autonomie et de pouvoir trouver des solutions propres à la population antillaise, va permettre au fur et à mesure donc que la population puisse accepter l'indépendance. Certes, ça c'était une solution. Aimé Césaire n'est plus là et on s'aperçoit, et ça je le dis haut et fort, que encore une fois, même s'il est resté très longtemps au pouvoir, les autorités décentralisées que sont l'Hexagone se sont bien moquées de Aimé Césaire. Et ils le font généralement pas uniquement avec lui, mais ils le font pour d'autres. Ils l'ont fait pour Domota. Et aujourd'hui, ce que constate le RPRAC, donc cette association-là, c'est que ils font le triste constat qu'ont fait ces aînés-là, c'est-à-dire Domota et Aimé Césaire et d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des autorités de tutelle pour qui les questions identitaires, les questions de spécificité, de particularisme, ne sont que n'ont pas de valeur concrète, n'ont pas à être concrétisées par des lois. Je reviendrai tout à l'heure sur justement comment ça se traduit au travers donc des institutions pour voir à quel point aujourd'hui Letchimy, qui est le président de la collectivité territoriale martiniquaise, a les bras et les pieds liés et a une marge de manœuvre très, très réduite. Ok. Daniel, vas-y, enchaîne. Oui, donc par rapport à ce qu'elle vient de dire au sujet on va dire, des voies, des 3 voies. On s'est rendu compte que, bon, elle vient justement d'évoquer Letchimy, que la Martinique, même en ayant changé de statut, bon, on va dire un aménagement de statut, c'est-à-dire en confondant 2 assemblées en une seule,
Mais le problème, c'est que le pouvoir central, sans le dire, c'est-à-dire on est dans une relation de faux semblant. C'est-à-dire que on vous fait croire que vous faites à la fois partie de l'ensemble français, en même temps on respecte votre spécificité de région ultra-périphérique, avec des aménagements au niveau législatif, que ce soit donc au niveau français ou au niveau européen, mais en même temps le cadre colonial dans lequel, sans le dire, dans lequel on est, n'a pas évolué. C'est-à-dire que les arrière-pensées sont toujours là. Les arrière-pensées dans lequel, une situation dans laquelle où vous êtes tenu dans un carcan et vous ne pouvez pas, c'est-à-dire quelle que soit la voie que vous allez choisir, vous ne pourrez pas, que ce soit l'indépendance, parce que pour aller à l'indépendance, il faudrait déjà qu'au préalable, que l'État central ait voulu que ces territoires soient un minimum développés pour, par la suite, avoir suffisamment on va dire, de potentiel pour pouvoir accéder à l'indépendance. On n'arrive pas à l'indépendance comme ça. Donc, si dès le départ, vous ne pouvez même plus produire chez vous ce que vous consommez, comment déjà parvenir à l'indépendance? Au niveau des infrastructures, on construit des routes, on vous donne des subventions, en plus de ça, on se fait reprocher le fait qu'on soit toujours obligé de vous donner des subventions, alors que statutairement, c'est tout à fait normal. Donc, d'autre part, l'autonomie sous administration française, quelle est la marge de manœuvre dans laquelle on va pouvoir vous laisser aller vers l'autonomie? C'est toutes ces questions-là. C'est-à-dire que on est dans un débat, finalement, où on vous fait croire que vous avez toutes les chances de pouvoir vous sortir de votre insularité, mais en même temps, le cadre juridique colonial, de colonie, tel qu'il a été instauré dès le début, n'a pas évolué, puisque la réponse de l'État, c'est quoi? Quand il y a un problème de cet ordre-là, pour eux, c'est du désordre, et la réponse, c'est quoi? C'est envoyer la répression. Donc, comment et sérieusement on peut pouvoir discuter avec un interlocuteur qui, lui, sa vision n'a pas bougé d'un iota. C'est okay. Ça le problème. Alors, je vais rebondir sur tout ce que vous avez dit. Et tout de suite, vous avez parlé d'indépendance. Je sens que c'est un sujet qui vous tient à cœur, parce que pour vous, je pense que la solution, ça serait vraiment de quitter les carcans coloniaux l'échelle, on va dire, coloniale de la France, et de faire son propre chemin. Ce que moi aussi, je pense pourrait être une solution. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'avis de tout le monde, et même ici en Martinique, ce n'est pas l'avis de tout le peuple. Et ça, je l'ai remarqué en discutant avec des personnes d'un certain âge. Parce que ce n'est pas toutes les générations qui voient d'un bon œil toutes ces manifestations. Et je discutais avec un Martiniquais de 85 ans, et il me disait, ouais, un peu comme ce que tu avais dit au début du podcast, Thibaut, qui avait eu des manifestations en 2009 très virulentes, pour pareil dénoncer les mêmes problèmes, on va dire. Et il me disait que ça n'avait pas abouti à grand-chose. Et il me disait que ça va être la même chose pour cette manifestation qui sont en train de se dérouler, que ça ne va pas aboutir à grand-chose. Et je lui dis, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on fait des manifestations, ça aboutit à rien. Mais si on dit rien,
ça aboutit à la même chose, ça aboutit à rien. Donc, quelles sont les solutions? Et il me disait, bah, il ne faut pas aller consommer dans ces grands magasins. Et là, ça m'a fait un petit peu rigoler parce que j'avais l'impression qu'il vivait dans un rêve, c'est-à-dire c'est toujours le même rêve que, et aussi en hexagone, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce fantasme, c'est que vous vivez sous une île et il y a tous les produits naturels qui sont à portée de main. Genre, vous sortez dans la rue et vous pouvez cueillir une banane, vous pouvez manger une pomme de terre et ça va suffire. Comme si de ne pas aller dans les marchés, dans les grandes surfaces, eh ben, on allait vivre comme ça de la nature. Mais il faut arrêter ce grand rêve, ce fantasme en fait. Ce n'est pas la réalité. Ici, comme en France, comme à Paris, comme à Bordeaux, eh ben, les gens consomment dans les grands magasins et on ne va pas leur en vouloir pour ça. Et ils ont le droit de le faire. Moi, quand je sors, quand je fais faire mes courses, bah, ça me fait plaisir d'avoir les grandes surfaces à côté et de pouvoir faire des courses dignement, aller acheter du riz, des pâtes, de la sauce tomate, enfin bref, des légumes aussi, mais comme tout le monde. Et ne croyez pas que dans tous les coins de rue, il y a des ananas qui poussent, il y a des mangues. Non, non, ça c'est du fantasme. Il n'y a pas ça. Et oui, il y a des petits producteurs locaux, mais ils ne sont pas là tous les jours. Et quand il y en a, dites-vous que les prix aussi, même les producteurs locaux, c'est cher. Ne croyez pas que c'est 1,50 €. Non, la bouteille de jus de fruits, je me rappelle, je suis allé il y a quelques jours, je voulais aller acheter dans un producteur local. La bouteille de jus de fruits de 1,5 litre d'ananas, par exemple, eh ben, elle m'a dit, la fille, c'était 6,50 €. La bouteille de jus. OK? Donc, ceux qui regardent YouTube, peut-être, qui se disent, ouais, faut privilégier les marchands locaux. Les marchands locaux aussi, bah, c'est cher aussi. Okay, et dans les grandes surfaces, il y a un plus bel price à côté de chez moi, là, qui est soi-disant, qui dit soi-disant être le moins cher de toutes les grandes surfaces. Et ben, c'est plus cher qu'un Intermarché. C'est plus cher qu'un Carrefour City que vous avez à Paris. Donc, voilà, les personnes qui fantasment un peu en se disant, ouais, mais ils ne vont pas consommer local, tout ça. Non, c'est criminel, vraiment. Et ce que dit l'Airtrax, c'est vrai. Les prix sont criminels. Et si vous avez les mêmes prix ici, à Paris, ou à Marseille, ou à Bordeaux, ceux qui regardent Goûter Panafricain, là, qui est en hexagone, si vous avez les mêmes prix ici, croyez-moi que la France, elle brûle direct parce que c'est un scandale. Je suis allé à Leclerc. Le paquet de céréales est à 9 €. OK, les paquets, même les prix les plus bas prix qu'on a en France, bah ici, c'est x2. Les boîtes j'adore les barres céréalières, les barres céréalières Choco, etc., là, de fruits, c'est à 2 €, 2,50 €, 3 €. En France, c'est à 1 €. Les paquets de cacahuètes que j'adore prendre, qui est à 89 centimes, ici, c'est 1,30 €. Donc, c'est x2. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et pour moi, de dire que non, il faut manger local ou il faut arrêter d'aller dans les marchés, les grandes surfaces, c'est quasi impossible. Et c'est là que c'est horrible parce qu'on a tous besoin de faire les courses, on a tous besoin de manger. Et quand tu arrives et que tu vois le paquet qui a x2, eh ben, ça te révolte. Voilà. Donc, ça aussi, c'était un récit authentique parce que moi, j'y suis et je le vois de mes propres yeux et il faut arrêter aussi d'avoir ce décalage en se disant oui, mais arrêter de consommer dans les grandes surfaces, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Parce que les produits ça ne pousse pas à tous les coins de rue et même les marchands locaux, c'est cher. Voilà, donc on se retrouve dans ce piège en fait. Et en vous écoutant, c'est bien, vous avez parlé tout de suite d'indépendance, d'autonomie, je suis d'accord. Et vous avez aussi oublié un peu les noms des responsables. Alors, on en parle beaucoup, c'est les béquets. Et il y a ça. Mais, et ça, je rebondis un peu avec ce que me disait ce monsieur-là de 85 ans. Il me disait aussi ce qui est responsable de la hausse des prix, c'est aussi nos salaires, les salaires martiniquais qui sont élevés. Il disait ça en fait. Il disait qu'on avait des gros salaires ici en Martinique et pour contrecarrer ça, pour quand même se faire une marge, eh ben, il me disait que les grandes surfaces étaient obligées d'augmenter leurs prix.
Qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette façon de voir les choses? Parce que ne pensez pas aussi que tout le peuple martiniquais est derrière le RPRAC. Il y a aussi une frange de la population un peu plus âgée, j'ai remarqué, ou je ne sais pas, peut-être un peu plus privilégiée, qui ne sont pas forcément derrière ces revendications. Donc ça aussi, il faut le prendre aussi en compte. Je vous laisse faire vos... Je vais laisser la parole à Thibaut, et puis je rebondirai sur ce que tu viens d'évoquer, donc qui est un tableau assez réaliste. Plus complexe, j'ai envie de dire. Très complexe et qui reflète une sorte de quelque chose d'antinomique. Il y a une antinomie dans ça. Il y a d'un côté, je vais laisser d'abord Thibaut. Vas-y, Thibaut. Merci. Donc, je pense que c'est vrai, tu as raison. Tu parles de la réalité, de ce que tu as vécu, ce qui se passe, et par rapport au prix. Et une autre réalité aussi dont tu as parlé, que bon, on n'a pas tout de suite embrayé là-dessus, c'est qu'en fait, les béquets dont on parle, ce sont ceux qui ont reçu les indemnisations quand il y a eu la libération. C'est-à-dire que quand les Africains et les Caribéens se sont libérés, mais ceux qui avaient les esclaves ont été indemnisés. C'est-à-dire que les béquets dont on parle, ce sont les bénéficiaires de l'indemnisation avec des portions de terrain. Ils ont eu de l'argent, des terrains et des banques. Donc, ils sont assis. Criminels. Voilà, ils sont assis dessus. Donc, au-delà de ça, on fait venir une nouvelle population qui, leurs salaires sont multipliés par 4, par 5. Et on dit que les salaires sont élevés. Mais enfin, quand on dit que les salaires sont élevés, on ne parle pas de salaire de tout le monde. On peut être aussi plus, bon, ils sont un peu plus malins. Ils disent que, mais tiens, ceux qui ont des salaires élevés, ce sont des fonctionnaires qui ont des salaires élevés. Mais quelle est la proportion des fonctionnaires africains qui ont des responsabilités, qui ont des salaires élevés avec logement, primes de toutes sortes, soleil et tout ça? Si on fait l'analyse de l'étude, on se rend bien compte qu'ils sont minoritaires. Non seulement ils sont minoritaires, mais ils sont obligés de faire venir leurs enfants ici à Paris et assumer leur scolarité, leurs études, payer le logement sur au moins 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on les dépouille de partout. Donc, le vrai problème qui aurait été posé en 1946 avec Aimé Césaire, ça aurait été d'indemniser ceux qui ont subi l'esclavage. C'est ce qui est logique. On ne peut pas accepter que ce soit le bourreau qui s'enrichisse sur le dos de celui qui a subi les méfaits et les conséquences. Donc, c'est le vrai problème, il est là. Donc, à partir de ce moment-là, l'indépendance coule de source. Bon, je comprends Daniel quand il dit pour qu'il y ait l'indépendance, il faut au moins qu'il y ait un peu de développement, il faut un minimum pour que les gens puissent aspirer au lendemain. Mais non, l'indépendance n'a jamais été avec le développement, jamais. Dans aucun État du monde, les gens ont été indépendants par une progression économique. Il y a quelques pays comme la Guinée où le général de Gaulle, pensant qu'en faisant un référendum sur la population, parce que les autres pays africains avaient complètement renoncé, en faisant ce référendum, il avait gagné à 58 avec la Guinée, et en faisant le référendum, il a perdu. Et la Guinée a été indépendante. Mais ça, c'est exceptionnel. L'indépendance, la population n'y adhère pas forcément. Il y a quelques personnes qui se battent. Et une fois que c'est acquis, mais la population y adhère après. Mais ça, c'est vraiment après, et même des années après. Ils sont encore réfractaires. On passe par eux pour déséquilibrer le pays, jusqu'à ce qu'il y ait une stabilité sécuritaire. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent se développer. Ils peuvent se moderniser. Sinon, ils ne peuvent pas se moderniser, sinon pas leur propre financement, leur propre culture, leur propre vision du monde. Donc, pour que nos frères des Antilles et des Amériques puissent s'en sortir, Fanon l'avait déjà dit, et je reviens encore là-dessus, il faut aller vers les autres îles et les autres continents. Parce qu'il y en a qui sont indépendants depuis fort longtemps, qui se portent très très bien. On peut commercer avec eux, parce que toute cette zone, c'est une grande zone maritime. C'est une grande zone qui est très riche. Donc, il y a du vrai potentiel. Donc, on n'a pas forcément besoin de la France pour avoir l'indépendance. Je dis non.
Parce que nous sommes à l'ère où les pays peuvent décider de leur indépendance et attendre que certains pays, s'ils veulent, reconnaîtront ou refuseront. Mais ce qui est sûr, le pays, il avancera. Si une partie de la population est déterminée à aller dans ce sens, puisque dans l'autre sens, c'est pas possible, puisque les prix sont artificiellement maintenus très hauts. Parce que ce n'est pas de l'ordre économique, parce qu'on prend toujours le prétexte des taxes. Des taxes ont été mises pendant la colonisation pour éviter que les autres denrées puissent entrer dans les colonies et que les colonies puissent s'autonomiser, on va dire s'autofinancer. Et ça, ce sont des prétextes. Si ça ne tient pas compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter des prix par rapport à la population, par rapport au niveau de vie de la population, dire que bon, aujourd'hui, l'eau coûte 6 euros, alors qu'il coûte, je sais pas, 50 centimes ici, au prétexte qu'il y a une zone douanière économique. Non, ça ne tient pas, c'est artificiel. C'est juste. Comment? Non, je rebondissais sur ce que tu disais, c'est artificiel parce que même le sucre de canne qui est produit ici, pareil, il est cher en fait. Même les produits, même les fruits et légumes, tout est cher. Donc, comme tu dis, c'est artificiel. Et c'était une représentante du RPRA qui disait, évidemment, c'est au préfet d'instaurer une règle et de plafonner. C'est à lui de le faire. Mais je veux rebondir sur les autres panélistes, parce qu'on en a parlé aussi avant de démarrer le goûter panafricain. C'est que font aussi les grandes instances? Pourquoi elles ne mettent pas, au bout d'un moment, une limite? Qu'est-ce qui se passe? Juste pour terminer, pour clôturer, avec le débat que j'avais eu avec le monsieur, il me disait, ouais, mais les béquets, pourquoi ils ont un peu cette manière d'être? C'est parce que c'était les premiers arrivés, il me disait. Et c'est eux qui ont amené les esclaves. Donc, en gros, il me disait que en partie, cette terre-là aussi leur appartenait aussi. Je tiens à préciser qu'il était noir. Hein. C'était pas un descendant de béquet ou quoi que ce soit. Oui, mais c'est une question de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu as beau être noir ou blanc, ça ne marche pas. Est-ce que les béquets sont arrivés tardivement, 17e, 18e siècle? Je veux dire, c'est les esclavagistes. Mais avant eux, il y avait une population qui était là, qui vivait, qui était hyper riche. Pourquoi ils se sont maintenus? C'est parce que les gens étaient riches là-bas. Sinon, ils allaient revenir. Alors, vas-y, Hachensout Edenel, vous voulez rebondir sur qu'on ait un peu sur les grandes instances. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne réagissent pas? Alors, justement, on va pouvoir aborder donc la deuxième partie que je voulais développer. Ouais. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est assez essentiel, qu'on retrouve de manière assez récurrente dans les discours qui sont tenus actuellement, hein, et qui forcément ne datent pas d'aujourd'hui, hein, puisqu'on le retrouve au niveau des syndicalistes, des politiques, même des leaders d'opposition qui ont façonné la Martinique d'aujourd'hui. Je parle du Parti communiste, c'est de dire que nous sommes héritiers donc d'un système colonial. Lorsque l'on a dit ça, où est-ce qu'on va avec ça? Et lorsqu'en 46, effectivement, on coupe, soi-disant de manière artificielle, le lien qui nous rattache à un code de l'indigénat, toute une façon d'organiser les populations exfiltrées d'Afrique, puisque tu l'as rappelé, hein, il y a des personnes qui ont un certain âge qui reconnaissent effectivement la primauté du béquet, d'avoir eu l'idée de faire sortir les Africains et d'arriver les premiers, soi-disant un peu comme Christophe Colomb, avec un butin ramassé dans les villages, et qu'à partir de là, ils ont édifié des confettis prospères, et qu'aujourd'hui on appelle des béquets. Je voudrais juste revenir là-dessus, c'est-à-dire que lorsque l'on a dit ça, qu'effectivement on a une société complètement clivée. D'un côté, on a ce qu'on appelle des gens qui sont des héritiers, qui ont pris une bonne longueur d'avance, hein, comme tu l'as noté aussi, hein, parce qu'il y avait le travail gratuit. Il y a eu énormément, donc des millions de personnes qui ont travaillé pour eux et qui ont permis effectivement de s'enrichir. Et là où je veux en venir, c'est que la Guadeloupe et la Martinique, ne vous trompez pas, c'est pas 1100 kilomètres
comparativement, par exemple, à la Corse qui fait 8000 km avec une densité de population moindre. 1100 et quelques kilomètres pour la Martinique et un petit peu plus pour la Guadeloupe, des petits confettis d'îles, et vous avez des populations héritières de la période esclavagiste qui continuent de s'enrichir. Mais posez-vous la question, comment des petits territoires peuvent engendrer autant de richesses? Autant de richesses. Comment est-ce possible? Croyez-vous aujourd'hui que le discours, le côté un peu de valoriser les conquérants, un peu comme le Mayflower pour les États-Unis, produit effectivement comme ça de la valeur. On ne produit pas de la valeur de manière ex nihilo. C'est pas vrai, pas vrai. C'est un processus. C'est un processus spécifique. Sachez bien qu'il y a un auteur qui a dit un capitaliste peut toujours appauvrir un pauvre par l'inflation. C'est-à-dire qu'un esclave est déjà un pauvre par définition dans un système économique. Il est la base de ce système-là, son travail, puisque ce sont des travailleurs, et je le répète, ce sont des travailleurs qui ont eu le statut de bête corvéable à merci, donc qu'on appelle esclaves. Ils n'ont jamais été payés. Et aujourd'hui, on parle d'indemnisation. Donc, c'est un autre terme. Cette question aujourd'hui, qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'un territoire qui crée autant de richesses et qui fait que les descendants d'esclaves perpétuent leurs conditions de pauvres, c'est bien qu'un système les maintient pour qu'ils continuent à produire de la valeur. Que ceux qui s'enrichissent continuent par le système qu'ils ont instauré, par le biais de la départementalisation et du salariat, l'exploitation à merci de sang, d'eau, jusqu'à ce qu'ils crèvent, parce qu'il y a des retraités qui touchent à pratiquement rien et qui continuent à valoriser le maître. Ils continuent de s'enrichir. Posez-vous la question. D'autre part, on a parlé effectivement des possédants, en dehors donc de ce que j'appellerais, c'est un terme, hein, et comme je le dis, hein, il y a ceux qui ont de la mélanine et ceux qui n'ont pas de mélanine. Il faut en finir avec cette dichotomie blanc-noir. Je dis toujours, les Russes sont blancs, les Français sont blancs, et pourtant il y a des Noirs qui vont plus vers les Russes, parce que c'est une question de langage politique. D'accord? C'est la manière dont on tient la posture face au peuple. Donc, ils peuvent être blancs et noirs et aller dans l'intérêt du centre, de l'intérêt général. Donc, la question qui se pose, qui est comment aujourd'hui les personnes qui n'ont rien sont confrontées à un mur de possédants. Vous pensez qu'il n'y a que les béquets? Je l'ai dit, hein, Aimé Césaire s'est trompé. Il s'est trompé, il ne pouvait pas imaginer ce qu'ils avaient fomenté dans leur bureau à Paris. Ils ont créé ce qu'on appelle la classe intermédiaire, celle des fonctionnaires. Les fonctionnaires font le li et le la, ils battent la mesure. Dans ce pays, effectivement, où la pauvreté est organisée. Et ils sont à la manœuvre pour dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi voulez-vous que ça change? Pourquoi voulez-vous que ça change? Puisque je m'engraisse moi aussi dans ce système-là. Ok, alors je vais laisser Daniel rebondir, parce que tu as bien parlé, on va laisser Daniel rebondir sur ça. Oui, tout à l'heure. Alors, je n'ai pas terminé sur… tu termineras après, Hachem, sur toi. La question sur les institutions. Ouais, tu termineras juste après. Ouais. Tout à l'heure, enfin, Thibaut, tu m'as repris par rapport à l'indépendance. En fait, je voulais dire simplement que si vous voulez éviter qu'un peuple prenne ses responsabilités, que ce peuple-là aille vers l'indépendance, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous restez sous vos positions
et vous le sous-développez, c'est tout. Puisque justement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que Thomas, quand tu dis, ouais, tu vas dans le supermarché, nous, on était en vacances au mois de juillet-août. Quand tu vas dans le supermarché, tu trouves des fruits, mais tu ne trouves pas de fruits de Guadeloupe. Tu trouves des fruits de la Caraïbe, de France, des kiwis, des pommes, Ouais, mais c'est vrai. pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un système d'enrichissement qui fait que vous n'allez tout doit être, c'est logique, puisque si tu fais venir de l'extérieur, tu pourras justifier les prix par le fait que ça vient de l'extérieur. Et souvent dans les débats qu'on a vus, on te dit c'est soit l'octroi de mer. Mais l'octroi de mer, c'est quoi? C'est une taxe comme la TVA. Quand tu achètes un truc, tu mets 20% dessus, ça fait pas 200%, ça fait que 20% sur le truc. Donc, il y a toute une organisation qui est en place pour maintenir, justement, et pour aspirer, parce que vous avez parlé de ces fonctionnaires-là, des 40%. OK, les fonctionnaires guadeloupéens, martiniquais, antillais en général, ont demandé justement qu'ils aient aussi accès à ces 40%. Finalement, on leur a accordé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le système est organisé de telle façon que les 40% qu'on t'a donné, avec les marges arrière qui sont répercutées comment dirais-je, oui, sur le produit, mais avec de multiples intervenants comme ça dans la chaîne d'achat, voilà. Chacun, les 40% que tu as eu, ben on va te les enlever. Ouais. Et à chaque fois, c'est toujours ça. C'est-à-dire dès que vous essayez d'avoir une amélioration par rapport au système, où vous essayez de les contourner, on vous bloque. On a bien vu quand il y a eu donc l'épidémie passée là, qu'est-ce qui s'est passé? On pouvait se faire soigner par les plantes, et bien il m'est arrivé que les gendarmes aillent sur les marchés pour saisir ces plantes-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc ça donne l'impression que on parle d'autonomie ou d'indépendance, mais tout est fait aussi pour que vous n'y alliez pas, puisque l'État se contente de quoi? De donner des subventions. La situation, c'est une situation coloniale depuis, et elle est organisée comme ça. Il y a une caste, c'est elle qui gère tout du point de vue du fonctionnement avec quelques politiques qui sont là, qui sont grassement payés, malgré toutes leurs prévarications et les vols, détournements d'argent qui sont pas mis en prison. C'est toute une collusion d'intérêts auquel les gens doivent faire face. Donc quand le monsieur te dit ça, tu lui dis mais monsieur, si vous ne faites rien, ça changera rien. Donc, vous préférez, et là, vous êtes dans, là, on est à 2-3 fois le prix mais bientôt, ça pourra être plus, beaucoup plus. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Exactement, et ça rebondit à ce que il dit que les salaires aux Antilles, les salaires sont bas, il faut arrêter de raconter des conneries. Bien sûr. Les retraites les gens, dans la banane, il y a des gens, ils ont 400 €, ils ont travaillé toute leur vie. Et en plus, ils sont Claude Connet et autres malades avec des maladies professionnelles et qui ont travaillé avec des séquelles aussi dues à la charge de travail et autres. Et ben ces gens-là, ils font quoi? Ils se contentent de. Donc il faut que ce monsieur comprenne qu'il a un âge et que les générations qui arrivent, ben elles sont pas là-dedans.
Elle veut l'autre chose. Donc, on va voir dans cette confrontation qui aura le dernier mot. Parce que si par rapport, on a bien vu 2009, il y a une confrontation, l'État s'est engagé, ces gens-là, ces 10 béquets se sont engagés et ils n'ont pas respecté leur parole. Et l'État n'a rien fait non plus pour les obliger. Donc là, c'est un round très important et on verra bien quelle sera la position de chacun. Et on verra, mais c'est exactement ce que je lui dis. Si on dit rien, rien ne se passe. Si on fait quelque chose, eh ben, rien ne change. Donc, c'est quoi la solution? Et ça me fait rebondir sur. Non, c'est-à-dire que là, il faudra, les gens ont compris qu'il faudra, et il faut aussi que tout le monde le comprenne, qu'il faudra, parce que là, c'est une chance inouïe qu'ils ont, et s'ils la ratent, ça va être dur de prendre un seul. On va rebondir sur le dernier tour de table. C'est pour moi, en fait, je voudrais dire, vous posez la question, quelles sont les solutions pour vous? Quelles sont les solutions pour faire face à cette situation qui est un cercle vicieux maintenant? Parce que je pense que il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de sujets. On a vraiment pris le problème. Et il n'y a pas que nous. Hein, quand je dis nous, c'est vraiment tous les créateurs de contenu et même les réunions qu'on a vues avec le AirPrat, tout ça, on a pu assister à tout ce cheminement. Et on se rend compte que c'est un système criminel qui est très, très bien huilé. Et quelles sont les solutions? Et même des fois, moi, je suis le soir dans mon lit à y penser et je me dis, mais en fait, il faudrait qu'on crée nous-mêmes nos propres magasins, qu'on importe nos produits, qu'on gère les taxes. Alors, quand je dis nous, il y a aussi, je pense, il y a une vision des choses parce que les béquets sont blancs, mais sachez que la vie chère, ça ne touche pas que les blancs. Il y a pas que les noirs, je veux dire. Il y a aussi des blancs aussi qui sont touchés. Hein. Tout le monde est touché, la population. Là, quand j'y suis à Martiniquaise, il n'y a pas que des noirs, il y a des noirs, blancs, il y a des indiens. Enfin, c'est vraiment une population. Voilà, il n'y a pas que je ne vais pas dire hétérogène, mais bon, en majoritairement noir, mais ça touche un peu toutes les souches de la population. Mais comme vous avez dit, il y a une caste, les béquets qui eux vivent paisiblement. Mais voilà, quelles sont les solutions pour vous pour endiguer ce problème? En gros, c'est quoi? Comment s'en sortir? Bon, moi, je pense que la solution pour moi, elle est incontournable, hein, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance en se tournant vers nos frères des autres îles et en se tournant aussi vers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et vers l'Afrique, dans le sens économique, j'entends. Parce que l'espace maritime, il est vaste. Aujourd'hui, la France, c'est le deuxième espace maritime. Donc, cet espace maritime, s'il est récupéré par la population, y compris son sous-sol et l'espace aérien, c'est une richesse incommensurable. C'est une richesse, vraiment, c'est inimaginable. Donc, et aujourd'hui, la France, en tant que telle, elle est sous contrôle de l'Union européenne financièrement. C'est-à-dire que elle ne peut plus arguer du fait qu'elle donne de l'argent au pays de l'autre côté, parce que ce qui fait que ici, les caisses sont vides, on ne peut plus rien faire. En fait, c'est un peu l'argument. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la crise économique. On vous demandez à ce qu'on baisse les prix, mais comment on peut faire, comment on peut compenser. Mais tout ça, c'est un faux problème. Le vrai problème a été pensé depuis longtemps par beaucoup de nos intellectuels du pays, hein, Fanon, Césaire aussi, sauf que il a pensé sincèrement que le blanc pouvait respecter sa parole. Et à chaque fois, on se fait avoir. C'est-à-dire même en 2019, on s'est fait avoir. Et là encore, quand il va y avoir des négociations, les gens vont se faire avoir. Pourquoi? Parce que les gens sont ici, ils sont très à distance. Donc, eux, ils se disent, bon, de toute façon, ceux-là, ils vont se calmer à un moment ou à un autre. Et on passera à autre chose. On va essayer de faire des débats ici à la télévision. On va inviter quelques-uns de leurs représentants connus. Ils vont échanger entre eux. Au final,
on est dans la France, on va y rester. J'ai dit non, il faut y sortir. Il faut y sortir parce que de notre côté, quand je dis de notre côté, tous les Africains de Martinique, Guadeloupe, et si on prolonge un peu vers la Guyane, ils ont fait la preuve de leur honnêteté en signant à chaque fois des accords qui n'ont jamais été respectés. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent pas comme des humains. Ça, c'est une réalité. Donc, à partir de ce moment, on doit se réorganiser et braquer notre regard en dehors de la France, en dehors de l'Europe, et construire une entité, mais qui est viable. L'entité, elle est viable puisque les ressources sont là. La population, elle est là. Donc, je pense que, sincèrement, si on veut sortir des prix chers, il faut qu'on se retourne vers les autres États qui ont déjà fait la preuve que c'est faisable. Pour moi, la sortie, elle est là et elle n'est pas ailleurs. Les deux autres panélistes pour bien finir. Vas-y, toi, moi je termine. Non, toi, je termine. Donc, quelle solution? C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand Thibaut, tu dis qu'il faut. Le problème, c'est que ces gens contrôlent tout, absolument tout. Il n'y a pas que. On parle de nourriture, il n'y a pas que ça. Ils contrôlent absolument tout. C'est-à-dire, ils contrôlent le transport, ils contrôlent les ports, tout ce qui est en dehors de la nourriture, voiture, tout ce qui est pour le déplacement, le transport, tout, absolument tout. Donc, le problème, quelle est la solution? La solution, c'est, comme j'ai dit, quand vous avez un problème, il faut aussi changer d'attitude vis-à-vis du problème auquel vous êtes confronté. C'est-à-dire, c'est comme un challenge. C'est-à-dire, on vous oppose une façon de voir, donc c'est à vous aussi de tenir compte de la situation et d'essayer de trouver d'autres solutions, mais par rapport à vous-même. Et donc, changer d'attitude, ce serait aussi d'aller moins souvent, donc pour la nourriture, d'aller moins souvent dans les supermarchés, donc organiser au niveau du pays même, organiser d'une autre façon, parce qu'il y a quand même, bon, même si on importe tout, mais il y a des gens quand même qui produisent des denrées alimentaires. Et donc, ça donnera aussi la possibilité de créer des entreprises ou des micro-entreprises qui vont permettre de fournir de la nourriture aux gens, dans un premier temps. Après, donc, il faudrait, du point de vue politique aussi, que les gens arrêtent de voter, de jouer ce jeu politique qui consiste à servir on va dire, quand il s'agit, le moment se présente des élections, d'aller toujours voter parce qu'on doit voter, c'est comme on va à l'église parce que bon, on serait catholique de père en fils, bon, et faire les choses pour les faire. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire que donner aux politiques une leçon, parce que jusqu'à maintenant, c'est des gens qui viennent et qui sont là pour chercher donc rechercher le vote des populations et après donc une fois élu, pouvoir jouir des avantages des résultats des élections. Donc, il faudrait aussi que ces gens soient plus consensueux. Et donc, je dis, il faut aussi un renouvellement de la classe politique. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont députés, comme dirait l'autre, ils n'ont jamais voté quoi que ce soit comme loi. Ça fait des années. Il y a aussi le fait que ces gens-là aussi soient sanctionnés par rapport au fait que
il y en a qui sont des pompes aspirantes de subventions et autres, et qui ne sont d'aucune utilité pour les populations. Donc, c'est-à-dire que la marge de manœuvre, elle est très, très réduite, mais je pense que il faut adopter d'autres attitudes. Il faut être aussi plus conscient, et il faut être aussi plus solidaire aussi, puisque c'est un problème qui concerne la population en général dans son ensemble. Et quand vous dites qu'il y a d'autres populations, les autres populations qui sont là, la plupart du temps, c'est des gens, soit c'est des métropolitains, qui sont pas appliqués, c'est des gens qui ont soit des commerces ou des gens qui ont des postes à haute rémunération, donc payer les marchandises plus chères ou autres, ça les dérange pas trop, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce que pour rebondir un peu à ce que tu dis, c'est que comme tu dis, il y a d'autres populations, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des blancs, il y a d'autres populations en Martinique, mais c'est vrai qu'eux, on ne les entend pas beaucoup par rapport aux autres. Par rapport à nous, les afrodescendants, ça se révolte pas plus que ça, il n'y a pas plus de marche que ça. Parce que ce sont des gens aussi qui sont là, bon, si ça va mal, bon, ils vont partir. Ils vont partir. Ouais. Ils ne sont pas concernés, quoi. Les plus concernés, c'est les gens qui sont là de génération en génération et qui ont des enfants et qui voudraient peut-être que leurs enfants aussi ne puissent pas subir ce que eux-mêmes ils ont subi. Donc c'est ça. Donc, mais c'est-à-dire qu'il faudrait aussi poser la question à l'arbitre finalement dans tout ça. Donc on sait que l'arbitre il est partisan, il est dans un camp, et donc c'est qui l'arbitre? L'arbitre, c'est l'État, puisque regarde, il n'y a pas que, bon, on parle que de vie chère et tout ça, il n'y a pas que ça, il y a même au niveau du fonctionnement. Regarde les problèmes d'eau. Les problèmes d'eau ne sont pas résolus. La France a donné à l'Ukraine 2,5 milliards pour refaire l'adduction d'eau en Ukraine, et nous, on réclame 1 milliard pour résoudre vraiment les problèmes. Elle a proposé, je sais plus, 50 millions, je sais plus. Donc, il faut que aussi ces gens comprennent que s'ils veulent, soit ils veulent un fonctionnement normal de ces soi-disant départements, donc qu'ils fassent ce qu'il faut pour que ce département, dans le temps, puissent demeurer des départements, ou sinon, s'ils ne le font pas, forcément, il y a des choses qui... il y aura des réactions, enfin, c'est tout. Il faut être responsable, il faut le dire. À un moment, il faut se parler franchement. On va arrêter de jouer à l'hypocrisie. L'hypocrisie, voilà, c'est tout. Allez, Hachensout, pour terminer, et moi je veux aussi mon dernier mot pour la fin, peut-être trouver une solution. Vas-y, Hachensout. Je vais terminer effectivement par deux choses. Je ne voudrais pas être trop long, mais dites-le moi si je déborde. Je voudrais faire une sorte de comparaison entre ce qu'on a abordé donc en introduction, entre le marché local et ce qu'on appellerait donc des produits importés. En sachant que nous faisons actuellement donc des produits locaux, mais que nous exportons très peu. On est d'accord? Comme l'a dit Thibaut, il existe un marché intérieur, mais il est interdit d'après la législation qui régit donc les confettis deals que la Guadeloupe, la Martinique puissent négocier ces produits avec les îles limitrophes anglophones. Ça, c'est une première chose. Donc là, lorsque l'on a dit ça, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a des compétences sur les territoires ultramarins. Il y a des compétences. Il y a des artisans, il y a des savoir-faire. Il y a des historiens qui vous diront effectivement ce sont des comment dire, j'aime pas ce mot-là, je vais dire des êtres mélanodermes qui, auprès des êtres sans mélanine, ont appris effectivement leur technique
leur façon de construire des meubles du Picardie, etc. En sachant que, comme l'a dit Thibaut, nous sommes descendants d'Afrique, donc on est arrivé sur ces territoires avec un patrimoine et des compétences assez fortes. Les producteurs locaux, pour eux, leurs produits sur les marchés guadeloupéens et martiniquais sont considérés comme des biens rares. Comme ils sont considérés comme des biens rares, ils n'ont pas l'appellation biologique. Ils n'ont pas l'appellation produit bio. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie en Guadeloupe. C'est-à-dire que la théorie économique qui veut que la valeur provienne de la rareté et le contraire est complètement renversé en Guadeloupe et en Martinique. C'est justement parce qu'il y a une demande constante que la rareté sur des produits importés n'existe pas. Alors, à différents bouts de l'échelle, jusqu'à l'assiette du consommateur, un produit est acheté à un petit prix. À une centrale d'achat, un biscuit coûte 0,99 centimes. On lui ajoute une taxe pour l'État. Ensuite, il va continuer son parcours de valeur. On va lui donner une autre taxe pour l'autre intermédiaire. Ensuite, il va continuer son parcours. On va lui donner une taxe de temps. Et au fur et à mesure, il va gagner en valeur et cette valeur-là va s'incorporer dans le produit. Mais parallèlement, la taxe, elle est exfiltrée du produit puisqu'elle est perçue par un intermédiaire. Parce qu'effectivement, il a estimé que le produit devait faire tout le tour donc de la Guadeloupe, de la Martinique, vers Paris, vers Rio, ou je ne sais où. Et à chaque fois, vous entendez taxe, TVA, c'est quoi ça? L'État y est aussi? L'État se goinfre. D'accord? Ok. Alors, juste Hachensout, ça, on en a parlé un petit peu avant, mais juste pour clôturer, pour bien rester sur la question, pour toi, c'est quoi la solution alors, du coup? Alors, je vais dire que les produits qui sont fabriqués comme ça, avec une valeur artificielle, ce n'est pas forcément les bons produits, puisque comme je l'ai dit, les produits locaux devraient ne pas être rares sur les marchés, et donc avoir une vraie valeur, qu'on leur reconnaisse comme étant des produits bio. Comme l'a dit Daniel, lorsqu'il y a eu le Covid, les produits, les produits issus de la phytothérapie, les produits naturels ont été interdits. Donc, ça veut dire que la valeur biologique peut se négocier avec des clients de proximité et ils vont forcément trouver des clients. C'est-à-dire qu'un produit biologique a moins d'intermédiaires qu'un produit importé. Parce qu'un produit importé, c'est le Guadeloupéen et le Martiniquais, c'est une multitude de gens qui sont assis sur sa tête. C'est ça le fait que le Martiniquais et le Guadeloupéen est un être dominé. Parce qu'il n'y a pas que le producteur, il y a l'État, il y a le béquet, comme tu as dit, il y a le revendeur, etc., etc. Et tous ont compris qu'à un moment donné, la demande, elle est constante parce que manger, lorsque le produit local est rare, il va forcément venir à la boutique et il va payer le prix qu'il faut. Mais entre-temps, tous les intermédiaires se sont enrichis sur son dos. Là où tu parles de solutions, et je voulais justement par rapport au fait que c'est quand même extraordinaire, il existait une région en Martinique, il existait une région en Guadeloupe, il existait un département en Guadeloupe, il existait un département en Martinique. Ils ont fusionné. D'accord? Et aujourd'hui, il existe une région qui est constante puisque les 13 régions de France existent et il existe des régions encore en Martinique et en Guadeloupe. Sauf que le fait d'avoir fusionné ces deux instances en une seule, par exemple, une collectivité territoriale pour la Martinique, avec à sa tête l'Itchimi, je vais juste vous dire quelle est la latitude de pouvoir qu'ont ces organes par rapport au pouvoir qu'ont réellement le préfet de région de l'Île-de-France qui préside
le comité. Va droit au but. Vas-y. Je vais en venir rapidement. Je veux dire tout simplement que le fait d'avoir créé une institution fusionnée ne crée pas plus de pouvoir pour les instances locales. Au contraire, elles ont moins de pouvoir. Elles sont des instances consultatives. Si vous prenez le Code général des collectivités territoriales, la version donc en vigueur du 30 octobre 2024, elle est encore donc aujourd'hui en vigueur. Vous voyez donc la collectivité territoriale de Martinique peut, c'est le terme, hein, peut engager. C'est-à-dire qu'au niveau lexical, on lui dit qu'elle a une petite latitude, elle peut engager. Elle peut créer des établissements. Hein. Elle est une instance consultative, mais à un moment donné, elle ne prend pas de décision, de réelle décision. Quand vous voyez le pouvoir dont dispose le préfet de région d'Île-de-France ici en Hexagone, et que vous le comparez aux instances consultatives et délibérantes qui existent donc sur ces territoires, ces confettis de territoires comme j'aime à les appeler. Il y a quelque chose qui diffère. Pourquoi je dis ça? Tu me parles de solutions. Si elles avaient réellement un pouvoir, ils pourraient instituer une vraie fiscalité locale. Une vraie fiscalité locale. Exactement à l'identique de ceux qui sont au-dessus de multicouches qui sont sur la tête du dominé. Ce sont des taxes, c'est de l'impôt. Et ils n'hésitent pas à utiliser le lexique qui va bien, c'est-à-dire que Lexini, le président du collectif de territoire de Martinique, dit « Nous avons besoin de ces taxes pour pouvoir avoir le pouvoir de nos actions. » Pourquoi ne crée-t-il pas, il y a quand même des touristes en Guadeloupe et en Martinique, de créer des fiscalités propres, de créer des emplois spécifiques pour les jeunes. On n'en a rien à fiche ce que j'appellerais des aides sociales. Il faut mettre au travail. Et pour ça, on a besoin des instances qui ont le pouvoir de décision et de leur ambition par l'impôt. Et de créer une loi spécifique pour ces territoires, pour qu'elles puissent lever réellement des taxes, non pas sur la consommation, mais une taxe globale sur l'ensemble des acteurs économiques. Voilà les solutions. Ok. Alors, moi en t'entendant, je rebondirai sur un dernier point, c'est aussi, comme tu dis, peut-être avoir plus d'entrepreneurs, tout simplement, pousser les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat et pas forcément être toujours dans la fonction publique ou le salariat. Ce qui est un sacré challenge, mais au moins, ça pourra créer de la richesse. Je te suis, hein, c'est-à-dire que tu l'as bien dit, comme je l'ai dit en introduction, 1100 km², une densité pas énorme, et pourtant ils ne veulent pas partir, ils s'enrichissent. Demandez-vous pourquoi ils ne veulent pas partager la richesse. Donc, on va s'arrêter là en tout cas. Merci beaucoup l'équipe. On va laisser les abonnés donner leur avis et surtout débattre avec nous sur ce sujet. Pensez bien sûr à liker le podcast, ça nous aide pour le référencement, et pensez bien sûr à vous abonner pour avoir encore plus de contenu sur Goûter Panafricain. En tout cas, merci à vous l'équipe, merci à vous d'avoir participé. Merci. Merci Thomas. Merci Thomas, et puis en tout cas, force à toi depuis le pays. Yes, depuis la Martinique, et on salue bien bas les Martiniquais, les Guadeloupéens, toutes les Antilles qui sont au devant de la scène en ce moment. Bah, écoute, moi je t'envoie plus de force et beaucoup de force parce que tu es sur un territoire de lutte et que tu ne dois pas te laisser submerger par des lunes qui te font croire que voilà, il y a des béquets, nanana, etc. Non. Il y a des territoires comme a dit Thibaut, il y a l'Afrique. Il y a des territoires comme l'Asie, et ils l'ont dit, hein, dernière conférence des BRICS,
L'avenir, c'est l'Afrique. Et il ne faut pas l'oublier. Nous sommes qu'une portion d'un territoire. Bien sûr. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est aussi faites attention quand vous voyez les infos, vous pensez que c'est la guerre civile en Martinique, loin de là. Enfin, ça dépend des zones. Et il y a des zones forcément où il y a un peu plus d'agitation, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai pu voir quasi chaque année avec les manifestations sur Paris ou les gilets jaunes, où c'est vraiment des avenues entières qui sont prises à partie. Donc voilà, mettez des nuances à ce que vous voyez, vous, en hexagone, à la télévision. La Martinique n'est pas non plus en feu, tout est enflammé, non. C'est une petite région. Et s'il y a ces incidents, c'est parce qu'ils ont besoin de se faire entendre le RPRAC. Et moi, je suis derrière eux, c'est très bien ce qu'ils font. Ils ont raison de revendiquer leurs droits, et c'est pour la dignité du peuple martiniquais, et plus largement la Guadeloupe, et voilà, contre cette vie chère. Et aussi, c'est pas que ça, comme on a débattu sur le côté panafricain, c'est combattre ce mal profond, ce système qui est vicieux et qui est encore en place. En tout cas, je serais content de vous revoir une prochaine fois avec des belles nouvelles, en tout cas. Et portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt sur le côté panafricain. Lisez les grandes théories marxistes, lisez. Ne vous laissez pas uniquement par la télévision, comme vient de le dire Thomas. D'accord, mais Thomas, je voulais juste rajouter un petit truc. C'est vrai que l'actualité qui vient de là-bas, elle paraît un peu avec les CRS, elle paraît un peu sous tension. Mais la réalité aussi, c'est quand même que quand on n'a pas d'eau potable quand même dans un département, c'est quand même une guerre civile. C'est clair. Pas d'eau potable, les terres sont contaminées, il n'y a pas de travaux pour les remettre à jour. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, ouais, tu voulais dire, Daniel? J'ai dit que ce n'est pas sérieux. On ne peut pas se dire français, on ne peut pas se dire département ni région, et que ce problème-là puisse perdurer. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas maintenir quelqu'un dans le mépris à ce point-là. Mais même dans les médias, mais je me rappelle, j'avais regardé, je crois que c'était CNews. J'écoutais les journalistes, mais tu sais, ils disaient, ils avaient une pensée sur le RPRAC, sur tous les incidents, mais ils disaient, mais regardez-moi ces casseurs, tu sais, avec un mépris qu'ils avaient dans la voix. C'était comme si on était une sous-classe, en fait. C'est normal, c'est-à-dire en fait. C'est dingue, mais j'ai trouvé ça dingue, en fait. Et je me disais, mais si c'était ça à Paris, mais jamais ils auraient employé des mots comme ça. C'est une horreur, en fait, ce mépris. Le problème des Français, c'est que, comme ce qui se passe en Afrique, c'est que comme ils ont tellement l'habitude, c'est-à-dire ça crée une façon de penser, une mentalité. Le fait d'agir avec les autres d'une certaine façon, donc surtout avec les Noirs, ça crée chez eux une façon de penser, de voir les gens, de voir ces gens-là, de voir ces régions-là, et ils ne pensent jamais de changer de mindset. Ouais. Donc, ce qui fait que ce sera à toi de les faire changer. Tu vois? Et quand les choses vont s'enclencher, c'est après qu'ils se rendent compte. Donc, c'est pour ça qu'ils ont perdu, comme ils disent, ils ont perdu le Mali, le Niger et le Burkina. Parce qu'à un moment, c'est la situation qui change. Et soit, si toi, tu ne changes pas par rapport à la situation, tu restes dans cette mentalité, eh bien, à la fin, tu te retrouves que c'est toi qui est dépassé par l'événement. Et c'est ça qui... Donc forcément, bon, ce sont des médias, ils font ça pour tout, hein, pour ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Ukraine et tout. Ce sont les porte-voix c'est des propagandistes, c'est tout. Et c'est la Pravda de l'époque ou je ne sais quoi. Donc, on ne peut pas leur demander plus, hein, c'est leur rôle. Bon. Dommage, ils sont subventionnés. Mais... Yes. Bon, en tout cas, on attend les solutions. Allez-y, mettez vos commentaires, et on veut aussi les actions. Allez, à la prochaine, tout le monde. Bye bye. Salut. Salut.